D'une méthode de productivité au terrain glissant vers le burn-out, aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache derrière les routines d'écriture. Plus je traîne sur YouTube et plus j'ai l'impression qu'avoir une routine d'écriture, c'est le truc indispensable pour être une vraie autrice ou un vrai auteur. Et que en fait, c'est la seule méthode par laquelle on peut réussir à écrire un roman. Sauf que, moi personnellement, j'ai pas de routine d'écriture et ça m'a pas empêché d'écrire 2 romans et d'en avoir d'autres en cours et je suis toujours aussi désorganisée. En fait, je m'identifie pas du tout à tout ce qu'on voit autour des routines d'écriture parce que j'ai des petites habitudes. Je préfère écrire le week-end ou pendant les vacances. J'écris avec mon ordinateur portable, sur mes genoux, dans le salon, dans la pièce à vivre. Et puis j'aime bien écouter de la musique. Mais vous voyez que ça, c'est pas exactement ce qu'on a en tête quand on parle d'une routine d'écriture. Ça se décrit en 5 phrases, ça vend pas trop du rêve et on peut pas dire que ça structure la journée. Et pourtant, on ne peut pas nier cette évidence, il y a une vraie mode, une hype autour des routines d'écriture. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos, de publications sur les réseaux sociaux qui en parlent, dans la sphère en tout cas littéraire des auteurs. Et à titre personnel, même si je ne m'identifie pas du tout, j'adore en regarder, je trouve ça super intéressant, super reposant et motivant, inspirant, bref, c'est le genre de contenu que j'aime regarder, que j'ai envie de voir chez les autres, tout en étant incapable de les imiter. Malgré tout, comme j'aime me couper les cheveux en 4 et tout suranalyser, j'ai fini par me poser la question: pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour les routines d'écriture? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est indispensable, que c'est une évidence, alors que je sais très bien que c'est pas le cas? Et puis je me suis demandé ce que ça voulait dire sur vraiment notre rapport à l'écriture, sur le regard qu'on porte là-dessus. Et peut-être que la réponse est un peu moins innocente qu'il n'y paraît au premier abord. La première explication qui m'est venue, c'était qu'il y avait une influence du développement personnel. La routine, c'est vraiment un des sujets privilégiés du développement personnel tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Internet. C'est une liste d'habitudes qui sont censées être porteuses de grands changements et qui devraient améliorer la vie. Vous savez, ce truc un petit peu du game changer, etc., où il suffit en fait de changer nos habitudes pour avoir une existence complètement différente et qui répondent vraiment à nos aspirations profondes. La mode des Miracle Mornings s'intègre exactement dans ce phénomène. Pour ceux qui auraient été épargnés par cette hype issue du développement personnel, à la base c'était un livre qui conseillait de prendre l'habitude de se lever très tôt le matin, par exemple à 5h au moment du lever du soleil, et pour pouvoir s'adonner un certain nombre d'activités qui sont porteuses de sens et qui permettent de passer une journée plus riche, plus agréable. C'est un moyen de trouver du temps pour des activités pour soi, des activités enrichissantes. Parce que ces heures qu'on va grappiller au lever du soleil, on aurait eu du mal à les trouver au cours de la journée. En fait, il y a l'idée qu'à la fin de la journée, on a du temps libre, mais qu'on est trop fatigué pour faire des choses vraiment enrichissantes. Du coup, il vaut mieux se coucher tôt, se lever tôt et faire ces choses. Et vous voyez que là, il y a un peu l'idée quand même de course contre la montre à cause de toutes les contraintes de la vie quotidienne et une envie de productivité, de faire des choses, de faire le plus de choses possible dans la journée et de concilier ces aspirations-là avec les injonctions du travail salarié, du travail domestique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le matin lorsqu'on a une Miracle Morning? On peut faire du sport, on peut faire de la méditation, mais on va aussi écrire. Pas forcément faire de l'écriture d'un roman, ça peut être écrire un journal intime, mais vous voyez bien qu'il y a un lien avec nos routines d'écriture. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Justement parce que je trouve que le discours d'un certain nombre d'auteurs sur les réseaux sociaux se rapproche des discours de développement personnel. Au-delà de la routine, il y a souvent des publications sur le mindset, c'est-à-dire vraiment sur l'état d'esprit, sur la mentalité à avoir pour atteindre le succès. Et il y a vraiment très souvent cette idée qu'il faut changer ses habitudes, qu'il faut se débarrasser de ses contraintes limitantes et tout ça en étant toujours très centré sur l'état d'esprit, sur la mentalité de l'individu. C'est-à-dire que c'est des discours qui sont dépolitisés globalement et qui sont assez exemptes de critiques qui pourraient porter sur l'organisation du monde, de la société, etc.
J'ai rarement vu des gens dire le travail capitaliste nous prend trop de temps et nous empêche de faire des choses qui ont du sens. Je déteste être obligé de faire un bullshit job. Et on entend rarement aussi peut-être que si la répartition des tâches était plus égalitaire dans mon couple, eh bien j'aurais le temps de lire et d'écrire plus. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette logique-là de critique sociale. Et à première vue, quand on commence à s'y intéresser, c'est très agréable d'être face à ces discours très positifs qui nous proposent des solutions au lieu de se révolter contre les injustices, évidemment. Mais il y a aussi un revers à la médaille, c'est que cette positivité, elle peut être parfois un petit peu envahissante ou écrasante. Il y a un moment où les injonctions à s'en sortir par soi-même avec le bon état d'esprit et à voir que le positif, malgré le fait que l'existence ne soit pas si positive parfois, ça peut être un peu démoralisant ou même culpabilisant. Je n'arrive pas à ressembler à ces modèles que me vante le développement personnel. Franchement, qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est pas des modèles faciles à copier, c'est des idéaux vers lesquels on peut tendre mais qu'on n'arrivera jamais à égaler, qui sont un petit peu construits, un petit peu artificiels. Et c'est à la fois ce qui peut être inspirant et nous vendre du rêve, mais c'est à la fois ce qui peut être trompeur. Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous tombez dans un piège assez dangereux. Je trouve aussi que les discours qui portent sur l'écriture, à nouveau sur YouTube et les réseaux sociaux en général, se rapprochent d'un autre type de discours, de vision du monde qui est lui aussi très proche du développement personnel. C'est le discours entrepreneurial, très lié au marketing et à la communication. Ça se voit par exemple à travers la multiplication des offres de formation que vont proposer des auteurs qui écrivent de leur côté leurs romans, mais qui vont aussi vous proposer, contre rémunération, de vous coacher ou de vous transmettre leurs connaissances. Ça, c'est une pratique qui est extrêmement similaire entre la sphère littéraire et la sphère du marketing digital sur Internet. C'est d'ailleurs assez amusant quand on s'en rend compte. Une des raisons qui explique ce rapprochement entre la sphère littéraire et l'entrepreneuriat, c'est l'avènement de l'auto-édition. Elle a fait basculer le centre d'intérêt des auteurs et aspirants auteurs d'une sphère purement créative et littéraire à quelque chose d'hybride qui comporte vraiment une démarche commerciale. Le roman a toujours été un produit qu'on vend, mais il y a eu un moment où les auteurs pouvaient ignorer cet aspect-là. Et bien maintenant, il y a un mouvement de reflux et les auteurs ont de nouveau conscience du fait que leur roman va devenir un produit qu'il faudra vendre et qu'il faudra trouver un lectorat, c'est-à-dire une clientèle. Et donc, les auteurs vont se questionner sur le moyen de toucher leur cible, de se rendre visible, sur le moyen de créer l'envie pour vendre leur roman à leur public. En fait, la rentabilité devient un enjeu important parce que pour ces auteurs-là, vendre son livre, c'est gagner sa vie. Pour gagner un salaire décent, il faut vendre un certain volume, faire un certain nombre de ventes pour chaque titre, et puis il faut sortir suffisamment de titres par an pour pouvoir vivre de son activité. L'auto-édition, elle est en vogue, elle est très attirante parce qu'elle offre de l'autonomie, de l'indépendance et la possibilité pour beaucoup d'auteurs de vivre de leur passion, beaucoup mieux en fait que pour les auteurs qui seraient édités en maison d'édition parce que vous le savez, les marges sont plus importantes en auto-édition. Mais forcément, ça amène des questionnements qui sont différents et notamment, il y a une importance énorme de la rentabilité, de la productivité. Il faut écrire beaucoup en un laps de temps limité. Et vous voyez comment on se rapproche non seulement d'une optique commerciale, mais même d'un mode de pensée capitaliste. Quand on y réfléchit bien, les routines d'écriture, leur but, c'est de dégager du temps pour s'adonner à une activité et se fixer une discipline. Autrement dit, on rentre dans une logique de recherche de productivité et d'efficacité. Il s'agit d'organiser son temps pour produire au maximum. Et la recherche de qualité, même si elle persiste, elle est vraiment secondaire à côté d'une logique très quantitative. Par exemple, il suffit de regarder l'importance qu'a pris le NaNoWriMo. Et là, je m'inclus parfaitement dans cette logique. Vous savez que j'ai fait des vidéos pour parler de mon expérience de ce challenge. Le NaNoWriMo, c'est un challenge gratuit auquel on peut s'inscrire qui a pour objectif d'écrire 50 000 mots
en un mois. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée d'efficacité, d'organisation, de productivité. Et donc, on ne se focalise pas du tout sur la question de savoir si le roman est terminé à la fin, si on a les différents éléments de structuration traditionnelle d'un roman. Aucune question d'ordre qualitatif ne rentre en jeu. Ce qui compte, c'est le nombre de mots. Et on a tous le nez maintenant sur le compteur de mots lorsqu'on écrit. C'est à ça qu'on évalue la réussite d'une session d'écriture. L'écriture, j'ai l'impression, devient de plus en plus une épreuve de productivité. Aussi cosy, motivante et inspirante soit-elle, il faut reconnaître que les routines d'écriture ont fait rentrer un petit peu plus la création littéraire dans les rouages de la grande machine capitaliste. Le système qu'on a aujourd'hui, dans son ensemble, on peut l'appeler le capitalisme, mais on peut étendre pour dire que c'est un capitalisme à coordination néolibérale, basé sur un impératif productiviste et une culture consumériste, où on a des acteurs à but lucratif qui ne voient que leurs intérêts et qui ont tendance à prendre les intérêts de court terme personnels, à les mettre avant les intérêts de long terme collectifs. Ça risque de pas bien fonctionner. Voilà, maintenant que c'est dit, quelle conclusion tirer de tout ça ? Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux auteurs et autrices d'internet qui parlent du NaNoWriMo, qui parlent de leur routine d'écriture ou qui font de l'auto-édition. Ce serait profondément hypocrite et c'est pas du tout mon but. Il faut savoir que vraiment, si je parle de ce type de contenu, c'est parce que j'adore les regarder. J'adore que ces gens me parlent de leur vision de l'écriture et ça me vend du rêve de les voir réussir à en vivre. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas confondre les causes et les conséquences du phénomène dont je viens de vous parler. Les auteurs font comme ils peuvent pour vivre de leur passion, de vivre de leur créativité. Je pense que la plupart d'entre eux aimeraient pouvoir se focaliser uniquement sur la dimension créative et qualitative de l'écriture, mais le monde dans lequel nous vivons ne leur en donne pas la possibilité. Alors, ces autrices et auteurs font tout ce qu'elles peuvent pour vivre de leur passion, et ça implique effectivement de se plier au code de l'économie capitaliste. Si on veut essayer d'avoir un regard surplombant sur tout ça, il faut avoir en tête que le monde de l'édition à l'heure actuelle est vraiment très défavorable aux auteurs. Il faut savoir qu'en moyenne, les auteurs touchent 10% de droits d'auteur sur le prix de vente hors taxe de leurs livres, que la majorité d'entre eux n'arrivent pas à générer un revenu suffisant pour avoir l'équivalent d'un SMIC sur l'année. Les maisons d'édition, elles, ont des finances florissantes. Comment ça se fait qu'il y ait une telle contradiction ? C'est parce que l'économie du livre est aujourd'hui dans une phase de surproduction. Les maisons d'édition vont publier beaucoup. À leur échelle, ça permet de générer des profits, mais par contre, le nombre de ventes par titre est plus faible et donc la rémunération par auteur est plus faible. Vous voyez donc que dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus tentant de se lancer dans l'auto-édition, mais on se retrouve jeté malgré tout dans ce marché concurrentiel de la production littéraire qui est quand même en surproduction. Et oui, du coup, être un auteur entrepreneur, c'est la solution qui me semble la plus intelligente et peut-être bien la seule, qui permet de vivre de sa passion pour l'écriture. Et ce serait vraiment bête de leur jeter la pierre, parce que moi, à titre personnel, j'ai pas le courage de me lancer là-dedans, je garde mon job salarié. Honnêtement, qui ici peut se vanter de s'être extirpé totalement des logiques capitalistes ? Qui ne s'est jamais retrouvé à renier ses valeurs ou à serrer les dents parce qu'il a fallu obéir à des ordres qu'on nous a donnés dans le cadre du travail parce qu'on a bien besoin de toucher un salaire. Et je vous demande d'ailleurs, est-ce que vous seriez prêt ou prête à écrire mais à donner toute votre vie accès gratuitement à vos textes, par exemple sur internet ? On a tous envie de gagner une rémunération et on est très nombreux à avoir ce rêve, de gagner notre vie avec l'écriture. Et comme pour toutes les sphères d'activité, cela implique de faire des concessions. Donc, je ne jette la pierre à personne, à part aux capitalistes qui tirent les ficelles du monde de l'édition. Mais quel est le but donc de cette vidéo s'il ne s'agit pas de rentrer dans l'art des autres auteurs d'internet pour me créer une posture d'intellectuel cynique? Je pense que ça peut être une bonne chose d'être lucide sur tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on change de rapport à l'écriture, mais qu'on comprenne bien ce qui est en jeu. Il est sain, je pense, de s'arrêter parfois un petit instant pour réfléchir sur le sens de ce qu'on fait, pour remettre en cause ce qui nous paraît évident et normal. Avec comme ligne de mire l'idée que si jamais la machine s'emballe, on pourra mettre le holà avant qu'elle nous broie complètement.
parce que c'est la conséquence des logiques capitalistes. C'est souvent comme ça que finissent les travailleurs, broyés par la machine. Il y a de nombreuses personnes qui, à cause du travail, finissent isolées, démoralisées, avec une estime de soi au ras des pâquerettes. Ils auront un sentiment d'échec ou de grande culpabilité parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qui leur ont été fixés, mais ce sera très difficile pour eux de prendre conscience du fait qu'on ne leur a pas donné les moyens d'atteindre ces objectifs, qu'ils étaient démesurés, qu'ils n'étaient parfois pas légitimes et qu'ils n'ont jamais reçu une gratification à la hauteur des investissements qui ont été faits. Bref, gardons en tête que le capitalisme n'a aucun scrupule à abîmer ses travailleurs parce que, à ses yeux, ils sont tous interchangeables. Par pitié, ne laissez pas cette mode des routines d'écriture vous conduire jusqu'au burn-out. Il y a une forme d'exigence des personnes envers elles-mêmes, de ce que l'entreprise attend des salariés, de ce que la société attend de tout le monde, des niveaux de perfection au travail et des rythmes qui en fait sont peut-être pas tenables. J'ai l'impression que c'est aussi ce manque en fait, de connaissance de soi et de connaissance de son rapport au travail qui fait qu'on est capable de se mettre tous dans des états pas possibles pour le travail ou pour une activité professionnelle. Je me dis c'est quand même dommage, même si c'est pour les meilleures raisons du monde, que ce soit ma réalisation personnelle et mon envie de faire ou des ambitions de contribution à des projets écologiques, sociaux, enfin peu importe, mais qu'il n'y a rien qui justifie de se faire autant de mal à la santé.